Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Vous allez commencer avec moi ma journée. Nous allons vers le laboratoire de contrôle de qualité pour commencer notre stage pratique, pour commencer notre troisième jour. J'espère que vous avez vu la première et la deuxième vidéo pour que vous compreniez la suite de l'enchaînement des analyses microbiologiques des différentes produits alimentaires et surtout de notre thème qui est des fromages fondus. Suivez avec nous. Je vais vous expliquer c'est quoi ces tubes-là, mais maintenant on va voir les résultats sur le milieu TBX de nos échantillons de fromage fondu. Donc on a réalisé beaucoup de boîtes, dilution 10 puissance moins 1, ensemencement en surface. Donc voilà le TBX. Ça, c'est un TBX pour un échantillon X. C'est pas notre échantillon, c'est des résultats positifs. Quand vous voyez, c'est des colonies verdâtres. Donc voilà, c'est vraiment bien visible. On peut les calculer. Ça, c'est des résultats positifs. Comme je vous ai dit, c'est pas notre échantillon. Ça, c'est un compteur. C'est un compteur. Donc ici, on peut compter les colonies d'une façon vraiment très claire. Donc suivez avec nous. La dame, elle va nous montrer comment on va calculer et comment on va utiliser cet appareil-là pour le dénombrement des colonies des Escherichia coli sur le milieu TBX. Alors, premièrement, on va allumer l'appareil, on va le régler sur le tard. Et puis, on va cliquer sur le bouton tard pour avoir un 0 pour dénombrer les colonies à partir de 0. Donc, quand vous voyez, vous allez mettre la boîte sous la loupe et vous allez juste écrire sur les colonies. C'est vraiment, la plaque, elle est très très sensible. Quand vous mettez le stylo sur la colonie, il va compter les colonies automatiquement. Donc l'appareil il est très très sensible, il va compter les colonies une par une. Vous devez juste écrire par le stylo, bien mentionner les colonies qui apparaissent par le stylo. Sous la loupe, vous allez mieux voir, même les petites colonies vont être visibles pour vous et vous pouvez les compter. Donc voilà, ici on est arrivé à 80 à 93 colonies, environ 93 colonies. Voilà, vous pouvez mentionner toutes les colonies qui apparaissent. Et voilà, sous la loupe, vous pouvez la régler selon vos yeux. Donc voilà, et là, vous devez mentionner 96 colonies. Sur le TBX, 10 puissance moins 1, c'est dénombrement des colonies des Escherichia coli. Donc voilà, ça, c'est les résultats de Burt Parker. Donc Burt Parker, c'est un milieu, comme on a dit déjà avant, ensemencement en surface. TBX, c'est ensemencement en profondeur, pardon, si je me suis trompée. Et le Burt Parker, c'est ensemencement en surface pour la recherche des Staphylococcus aureus. Donc ici, on a trouvé une seule colonie qui résulte. Donc voilà les résultats. Donc une seule colonie sur cette boîte. Et on a trouvé quelques colonies sur une autre boîte. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer les résultats bien clairement. Donc voilà, c'est quelques colonies dans une autre boîte. Donc voilà, c'est des résultats positifs. Ils doivent être confirmés. Donc là, on doit ramener 2 tubes pour le test de confirmation. Alors, pour le test de confirmation, il se fait sur le bouillon cœur-cervelle. Le bouillon cœur-cervelle pour le test de confirmation des Escherichia coli, des Staphylococcus aureus qui étaient ensemencés sur le Burt Parker. Alors, je vais identifier nos colonies, je vais identifier nos échantillons, je vais mentionner le nombre de colonies et je vais mentionner l'échantillon. Je vais prendre des colonies et je vais les ensemencer sur le milieu cœur-cervelle. C'est l'étape de l'enrichissement et je vais les incuber par la suite. Donc voilà, on a environ 12 colonies dans cette boîte-là.
Cette étape se fait juste pour confirmer si c'est réellement les Staphylococcus aureus. Donc, on voit des staph, des colonies avec un seul anneau. On peut trouver avec double anneau aussi. Donc, la première étape, comme on a dit, dans la recherche des Staphylococcus aureus, c'est l'ensemencement en surface sur le Bird Parker 37 degrés Celsius 24 heures. Deuxième étape, après l'apparition des colonies, on va prendre des colonies, on va les ensemencer sur un bouillon de cœur-cervelle, incubation 24 heures, 37 degrés Celsius. Et puis par la suite, on va faire vraiment la confirmation. On va ensemencer sur le milieu DNA pour confirmer si c'est réellement Staphylococcus aureus. Donc le DNA qui confirme les Staph aureus parce que ils sont ADN positifs. Donc voilà la manipulation, comment on va ensemencer les colonies dans les tubes qui contiennent le bouillon de cœur-cervelle. Alors voilà, la dame, elle prélève une colonie, toujours dans la zone de stérilité, sans oublier de passer le matériel devant le bec benzène, 2 à 3 passages sous la flamme bleue, ainsi que vous devez ouvrir le bouchon et ne le pas mettre sur la paillasse. Aussi, une autre chose, il faut passer le bout de tube sous le bec benzène dans la flamme bleue toujours, et on doit désinfecter à la fin avant de la réutilisation de matériel. Ici vous avez des matériels jetables, vous devez changer vos matériels après chaque utilisation. Alors voilà, on ensemence, on prend colonie, on ensemence sur le bouillon cœur-cervelle. Voilà. On mélange bien pour assurer que les colonies c'est bon, ils sont déjà sur le bouillon, ils vont s'enrichir. Enrichissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va avoir multiplication des staphes. Alors multiplication des staphes, après sur le DNA, il va y avoir une apparition des Staphylococcus aureus si réellement sont des Staphylococcus aureus. Donc voilà, les colonies, c'est au choix. Voilà, on peut les prendre avec une petite gélose pour la confirmation que réellement on a pris les colonies. Maintenant, on va passer à l'étape des analyses physico-chimiques. Donc vraiment, concentrez-vous avec nous. C'est vraiment très très important. Alors, ce matériel-là, comme vous voyez, c'est un stérilisateur. C'est un stérilisateur qui stérilise l'eau de robinet et il nous donne de l'eau distillée. Voilà, même celui-là, c'est un stérilisateur. Donc, je ne sais pas de quelle marque, donc ils sont un peu différents. Aussi, on utilise cet appareil-là pour la recherche des protéines, pour les analyses de protéines, pour le barbotage, pour les analyses de protéines, et vous allez voir comment on va faire les analyses de protéines. Et là, on est en train de mettre, si vous vous rappelez, notre godet dans un bain-marie pendant 4 heures pour que le fromage, les 3 grammes de fromage se fondent complètement, et on a ajouté de l'acide jusqu'à un trait. Je vais juste préciser, c'est l'acide sulfurique. On va remplir la chambre jusqu'à 35 de l'acide sulfurique. Et on va mettre la godet, la chambre, ces tubes-là, dans un bain-marie pendant 4 heures. Il va y avoir des réactions entre l'acide et l'eau qui est sur les fromages. Donc c'est pour ça il nous donne ces couleurs-là, ces couleurs noirâtres, vous pouvez dire. Donc changement de couleur de l'acide. On doit toujours agiter pour qu'on assure la fente de fromage. On doit toujours agiter, d'accord? Ça dépend, donc après une demi-heure on agite, ou bien chaque heure on agite. Donc c'est environ 4 heures de bain-marie jusqu'à la fonte totale. Et on va voir par la suite les différentes étapes pour
pour cette analyse. Cette analyse est spécifique pour les calculs ou bien pour le pourcentage de la matière grasse. Donc ici, on va chercher la matière grasse. Quand vous voyez, il y a des graduations, on va calculer la matière grasse à partir des graduations. Revenons aux analyses des protéines. Alors, suivez avec moi pour la suite des analyses de protéines. Alors, si vous vous rappelez, hier, on a mis des matras qui contiennent de papier Joseph avec 0,5 g de fromage fondu, plus l'acide sulfurique, plus le catalyseur. Donc, on a mis tout ça pendant 6 heures jusqu'à avoir, sous la chaleur, sous une température, jusqu'à avoir une couleur bleue. Donc, voilà. Quand on va avoir une couleur bleue, on va rajouter 1 heure de température, 1 heure de chaleur, donc 1 heure sous la chaleur, et on va prélever notre produit. Donc voilà le produit minéralisa qui a été minéralisé sous la chaleur. Donc voilà le minéralisa, il est dans des fioles, il est vraiment très 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 chaud, d'accord? Donc il est très chaud. Après on va le laisser refroidir jusqu'à qu'il devient vraiment très 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 froid, d'accord? Et on va ajuster avec l'eau. On va rajouter de l'eau distillée. On va ajuster de l'eau distillée jusqu'à le trait mentionné, parce qu'il y a des traits qui sont mentionnés, c'est des fioles spécifiques. Bien sûr, on doit identifier chaque échantillon. On a échantillon E1, E2, E3, E4, E5 et le blanc. Donc voilà, on va ajouter l'eau distillée jusqu'au trait mentionné et on va le laisser bien refroidir. Après, on va voir la suite de manipulation. Je vais juste dire que cette manipulation, c'est pour les protéines. Alors toujours avec les protéines, suivez avec moi, on doit préparer une autre solution pour chasser l'azote libéré pour qu'on va savoir la quantité exacte de protéines dans notre échantillon. Alors, on va ramener des béchers, des grands béchers comme vous voyez. Et puis, on va les remplir avec l'acide borique. L'acide borique, il va relier avec l'azote. Donc, l'acide borique, on va mettre 20 ml de l'acide borique dans nos béchers pour chasser l'azote à travers cet appareil-là. Et vous allez bien voir comment on va chasser l'azote. Donc, comme je vous ai dit, on va mesurer 20 ml de l'acide borique. Puis voilà, pour chaque échantillon, donc on a 5 échantillons plus un blanc. Donc voilà, donc c'est 20 ml. On va mettre 20 ml dans chacune, d'accord? Donc c'est 20 ml pour chacune. Et on va ajouter l'indicateur coloré. C'est un colorant. Tashiro, c'est son nom. Je pense que c'est son nom commercial. Donc ça, c'est un colorant. C'est un indicateur coloré, c'est tout. C'est un colorant seulement. Donc voilà, pour donner le changement de couleur. Donc au début, c'est bleu. Après, vous allez voir le changement de couleur. D'accord? Parce que, enfin, je ne vais pas avancer. On va aller étape par étape. Alors maintenant, on va refroidir les fioles parce que vraiment, ils sont très chaudes et on ne peut pas travailler quand ils sont très chaudes parce qu'on doit ajuster avec l'eau distillée. Alors, pour travailler avec ces solutions-là, il faut vraiment les bien refroidir. Comment on va les refroidir? On va les mettre dans un bain cryogène. Bain cryogène, ça veut dire un bain avec de l'eau froide. Et on doit toujours ajuster avec de l'eau distillée. Ça veut dire quoi? Ajuster avec de l'eau distillée. Parce que la solution, quand elle est chaude, vous allez voir qu'elle est élevée. Une fois elle va refroidir, elle va descendre. La solution va descendre. Et nous, on doit avoir la solution jusqu'à le trait de jauge. Le trait de jauge, il dépend
d'une fiole à une autre. Donc, ils se diffèrent, mais on doit remplir jusqu'à le trait de jauge et on doit prendre la fiole d'une position en face de l'œil pour ne pas se tromper. Parce que si on va travailler avec des fioles chaudes, avec des solutions qui ne sont pas bien ajustées, ça va nous fausser nos résultats. Donc, les résultats vont pas être vraiment justes. Donc voilà, on doit ajuster et mélanger, laisser refroidir jusqu'à qu'ils deviennent vraiment froides pour des résultats justes et des résultats représentatifs. Donc comme vous voyez, voilà nos fioles. On va ramener, on peut dire un plateau, un bassin, une bassine, n'importe quelle chose. On va la remplir avec de l'eau froide, l'eau de robinet, et on va les mettre pour qu'ils deviennent froids. Donc voilà, comme vous voyez, on a ramené un plateau, n'importe quel plateau, et on va mettre les fioles dedans pour qu'ils deviennent vraiment froids. Donc voilà, comme vous voyez. Alors maintenant, on va préparer notre solution H2SO2. On va préparer l'appareillage pour la manipulation de goutte par goutte. Vous allez voir tout ça par la suite. Donc, on va pas précipiter les choses. Donc là, on est en train de faire un lavage d'abord. Lavage de matériel à l'eau distillée. Donc voilà. Après, on va le remplir avec le H2SO4. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça par la suite. D'accord? C'est H2SO4. Maintenant, après que tous les fioles sont froides, on doit ajuster à l'eau distillée. Donc on doit ajuster à l'eau distillée. On va ramener des matras. D'accord? Donc 6 matras. Matras pour le blanc, pour E1, E2, E3, E4, E5 sont vides. On va prendre 10 ml de la fiole, donc 10 ml de la fiole du blanc. Et on va la déposer dans une matras du blanc qui est vide. Donc voilà, vous allez voir. On va pipeter 10 ml de notre solution et on va la déposer dans une matras vide. Tout est mentionné, c'est la matras du blanc. Voilà, la solution est en train de descendre. On doit faire descendre toute la quantité, pardon. Donc, c'est 10 ml pour chacune. Donc, on va prendre tous les fioles et on va mettre 10 ml de chacune. Après, on va ajouter le NaOH, donc jusqu'à l'apparition de la couleur rose, jusqu'elle persiste, donc elle doit persister. Donc quand elle persiste, on va arrêter. Donc voilà, maintenant on a obtenu la couleur rose. Des fois la couleur se change parce que les produits sont pas très nouveaux, donc des fois elle nous donne des fausses couleurs par exemple, mais l'essentiel c'est l'apparition de couleurs. NaOH jusqu'à qu'elle persiste, donc jusqu'à qu'elle nous donne une couleur rose. Après, on va ajouter à la fin quelques gouttes de phénolphtaléine. Donc le phénolphtaléine, on va ajouter quelques gouttes à la fin. Donc ici, elle a pris la matras qui contient 10 ml du blanc avec le NaOH avec quelques gouttes de phénylalétique. Voilà, et elle a laissé barboter. Voilà, vous voyez le barbotage, c'est ça le barbotage. Elle a laissé barboter. Et on a mis sur le côté droite, c'était quoi? C'était la solution de l'acide bolérique. Normalement, c'est ça, c'est bolérique. C'est 20 ml. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette opération? Donc, l'azote. Il va sortir par le tube et il va se lier avec l'acide borique. Donc là, on va avoir la chasse de l'azote pour les calculs après. Donc ici, on va remplir notre tube avec
l'acide. Donc, c'est l'acide H2SO4, c'est l'acide H2SO4. Donc ça, c'est pour la réaction d'oxydoréduction. Donc, on va arrêter le barbotage après l'arrivée de 200 millilitres. Il faut faire très attention parce que vraiment c'est très 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 chaud et c'est dangereux pour la santé parce qu'il contient des produits chimiques. Donc voilà, et pour cela on va le prendre pour calculer par millilitre donc la quantité de H2SO4. Donc voilà, on va ajouter goutte à goutte jusqu'à le changement de couleur. Donc voilà, c'était vert, elle est devenue bleue. Et on va mentionner la graduation. On va mentionner la graduation mentionnée au nom de tube. Donc voilà, si on a 0,1, 1 millilitre, 2 millilitres, on va mentionner ça et on va l'utiliser pour les calculs parce qu'il y a toute une loi pour la calcul de protéines. D'accord? Très bien. On va refaire l'opération pour les 5 échantillons. Suivez avec moi pour comprendre ce que vous n'avez pas compris dans la première expérience. Donc maintenant, on est avec l'expérience de E1. On va prendre toujours la fiole de E1, on va l'ajuster avec de l'eau distillée jusqu'à le trait de jauge. On va prendre 10 ml de la fiole, on va la déposer sur la matra vide, d'accord? Et puis on va ajouter quelques gouttes de l'euphénol, d'accord? Et puis on va ajouter de NaOH jusqu'à l'apparition de la couleur rose. Voilà. Ici, on n'a pas de couleur rose, on a une couleur marron, mais vraiment, c'est l'apparition de couleur, c'est ça l'indicateur. On va laisser barboter pour chasser l'azote dans ce échantillon. On va mettre l'acide borique sur la droite jusqu'à l'arrivée de trait de 200, d'accord? Donc, quand on arrive de 200, on arrête le barbotage et on fait la réaction de l'oxydoréduction avec le H2SO4 pour calculer combien de H2SO4 quelle est la quantité pour changer la couleur. Donc je ne sais pas comment dire ça exactement, j'ai oublié le terme, mais justement on est dans un milieu acide. Après, on a passé à un milieu basique et puis on va revenir à un milieu acide. Donc, on va calculer ce changement. Il prend combien de H2SO4 pour arriver au changement de couleur. Et on va mentionner ça parce qu'on va utiliser ça dans les calculs par la suite. Alors, pour récapituler, le H2SO4, c'est lui qui va neutraliser et qui va donner la quantité exacte de l'azote, la quantité exacte de protéines. D'accord? Parce qu'au début, l'acide borique, il y a un excès d'acide, d'accord? Donc c'est un acide borique libre, donc c'est un milieu acide. Après, il va chasser l'azote, il va faire des liaisons avec l'azote. Il va avoir un milieu basique et on va revenir au milieu acide. Donc voilà, donc je vais reprendre. Donc ici, on a l'acide borique en excès, c'est libre. Donc ici, il va chasser les azotes, il va faire des liaisons. Donc là, c'est basique parce qu'il y a changement de couleur, c'est déjà basique. Donc une fois il y a changement de couleur, on va le prendre parce que c'est basique. Acide, basique. Après, on va le neutraliser avec H2SO4 pour revenir au milieu acide pour trouver la quantité exacte de l'azote, d'accord? De l'azote qui se relie avec l'acide borique. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est juste des réactions chimiques. Normalement, vous avez vu ça par avant. Voilà. On passe maintenant à un autre test, c'est le test d'amidon. Donc voilà, pour le test d'amidon, on a besoin des tubes secs, d'accord? On va mentionner le nom, on va identifier les échantillons sur chaque tube. Donc c'est E1, E2, E3, E4 et E5. Donc voilà,
On va prendre l'échantillon de notre fromage, donc l'échantillonnage de fromage, donc fromage numéro 1, fromage numéro 2, fromage numéro 3, fromage numéro 4 et fromage numéro 5. Donc voilà, on va mettre une petite portion de fromage fondu sur chaque tube. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une petite portion dans le tube vide. Donc, je vais juste mentionner quelque chose. Donc, dans l'analyse physico-chimique, pour que l'échantillon soit représentatif, on va prendre 3 unités de chaque échantillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fromage fondu, normalement, pour qu'il soit représentatif, on doit prendre 3 unités de chaque échantillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 portions. Donc ici, je vous montre la manipulation d'une seule portion de chaque échantillon. Mais on va faire ça avec 3 unités pour chaque échantillon. J'espère que vous avez compris. Par exemple, on a la première marque. La première marque X, on va prendre 3 boîtes de la marque X, d'accord? Et on va prendre 3 portions, une portion de chaque unité. Donc, une portion de la boîte 1, une portion de la boîte 2 et une portion de la boîte 3. Et on va faire le test d'amidon des 3 portions pour le premier échantillon pour qu'il soit représentatif. Et il doit être de même lot. C'est très important de vérifier le lot avant de prendre les échantillons. Ça, c'est une autre chose, c'est une autre étude, comment faire les échantillonnages. Donc voilà, on va prendre l'iode. On va prendre l'iode et on va prendre nos échantillons, nos tubes avec des portions. On va changer le labo et on va voir comment on va appliquer le test d'amidon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les tubes. On va les remplir avec l'eau distillée et on va ajouter par la suite la solution d'iode. C'est pour le test d'amidon. Pour le test d'amidon, c'est la solution d'iode. C'est une réaction très très simple, un test très très simple. Juste on doit prendre le tube, on va ajouter de l'eau distillée. On va bien remplir avec de l'eau distillée. Et puis on va fermer le tube. On va vortexer. Mélanger, homogénéiser avec le vortex. Voilà, très très bien pour faire sortir tout l'amidon s'il est présent dans le fromage. Même si s'il n'est pas, si c'est négatif aussi, on doit bien homogénéiser pour que l'échantillon soit représentatif. On va faire cette étape-là pour chaque échantillon. Donc remplissage par l'eau distillée, homogénéisation avec le vortex. Après, on va ajouter de l'eau, de l'iode. Donc, c'est la dernière étape. Donc, voilà, elle est en train de fermer le tube qui contient l'échantillon de fromage. Elle va homogénéiser le tube. Donc, voilà, il est prêt pour l'ajout de l'iode. C'est facile normalement. C'est l'application la plus simple et la plus facile. Donc voilà, c'est la même chose pour tous les tubes. Donc on va préparer aussi le 3e tube. Eau distillée, échantillon de fromage, tube sec, fermeture de tube, et puis homogénéisation. Maintenant, on va pipeter l'iode, d'accord? On va prendre nos solutions, ouvrir le tube et ajouter l'iode. Il faut garder la couleur jaune. Donc voilà, on voit que la couleur reste jaune. Ça, c'est un résultat négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas présence d'amidon. Et c'est quelque chose de très très bien parce que le fromage, il doit pas contenir de l'amidon. Donc voilà, donc c'est un résultat négatif. On a le l'iode reste jaune, donc vire au jaune. S'il va virer au violet, ça veut dire que le résultat est positif. Donc voilà, on doit vortexer pour assurer que la couleur reste jaune. Donc voilà, la couleur reste jaune. Ça veut dire que pour le deuxième échantillon, c'est un résultat négatif. Pour le 3e tube, le résultat est différent. Alors,
on doit vortexer pour confirmer si le résultat il est positif. Donc voilà, on voit que la couleur elle est dense, elle vire vers le violet. Donc là, c'est un résultat positif par rapport aux autres. On va essayer de voir le fromage au fond, est-ce qu'il est violet vraiment ou pas. Donc voilà, c'est une couleur violet. Donc si vous voyez dans le tube, c'est une couleur violet. Donc le fromage, voilà. Quand vous voyez, donc le fromage, il est violet, ça veut dire qu'il contient de l'amidon. Et ça, c'est grave parce que le fromage, il doit pas contenir de fromage. Donc l'ajout de l'amidon, il est interdit dans les fromages fondus. Mais on peut appeler le produit préparation fromagère si on ajoute de l'amidon parce que c'est autorisé. Donc voilà, le résultat, il est bien clair qu'il est différent des autres. Donc c'est un résultat positif et les autres, ce sont des résultats négatifs. Je suis avec l'échantillon numéro 4. Homogéniser l'eau avec le fromage, l'ajout de l'iode. Je vous montre les étapes par détail pour que vous appreniez avec moi. Après cette vidéo, vous allez bien comprendre toutes les étapes sans lire la méthode. Donc j'essaie de vous donner toutes les informations que j'ai reçues pendant ce stage pratique. Donc voilà, homogénéisation, ajout de l'iode, la couleur elle est toujours au jaune, donc ça veut dire que le test il est négatif. Je répète, test d'amidon, c'est très facile. Une portion de fromage, une quantité qui n'est pas vraiment mesurée, donc une quantité, voilà. Donc ici, pour confirmer, la couleur reste jaune, ça veut dire que c'est négatif, c'est pas positif, parce qu'on ne trouve pas la couleur violet. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est des tubes secs avec des portions de fromage fondu, avec de l'eau distillée, et puis vous allez homogénéiser sous le vortex, et puis vous allez ajouter une quantité de l'iode, et puis vous allez avoir des couleurs, une couleur jaune. Si elle va devenir violet, ça veut dire qu'on est avec le test d'amidon positif. Donc amidon positif. Ça normalement c'est pour l'échantillon numéro 5, c'est le dernier échantillon avec nous. Et il est aussi, c'est un test négatif. Donc voilà. Et c'est des résultats qui sont super bien. Justement parce que le fromage doit pas avoir de l'amidon comme je vous ai dit. On doit vraiment bien comparer et on doit vraiment bien assurer que c'est négatif. La couleur vraiment elle change, mais regardez ici c'est jaune. Ici, c'est violet. C'est bien clair que c'est violet. Malgré que la couleur, elle est dense, mais reste ça un violet et ça un jaune. Donc, voilà la différence entre le test positif et le test négatif. Test positif, il doit être pas dense, il doit être violet. Donc, c'est ça la remarque la plus importante. Test positif, c'est couleur violet. Test négatif, c'est couleur jaune. Même si c'est une couleur jaune foncé, reste une couleur jaune et reste un test négatif. C'est le dernier tube normalement. On doit mélanger, vortexer, ajout de l'iode et puis on a fini normalement avec le test d'amidon. Quelques gouttes, c'est suffisante. Homogénéisé, voilà, c'est une couleur bien jaune. Donc ça, c'est réellement c'est la meilleure résultat. Je vais juste vous dire que si c'était le contrôle de qualité vrai, réellement on est en train de contrôler des échantillons pour donner des rapports, le producteur il doit être puni parce qu'il a mis de l'amidon dans un fromage qui est fondu. Normalement il ne va pas le nommer fromage fondu, il va le nommer préparation fromagère. Revenons au test de la matière grasse après la fonte de
le fromage, on va laisser le bain-marie jusqu'à la fonte totale. Maintenant, on va aller aux autoclaves pour voir ou bien pour faire sortir les boîtes pétries qu'on a mis hier avec la pierre de Ponce et les 3 grammes de fromage fondu. On a laissé dans l'autoclave à une température de 102 degrés Celsius. Donc après le séchage, on doit faire sortir les boîtes pour calculer la matière sèche. Donc comme vous voyez, c'est très très chaud, on doit faire attention, d'accord? Notez bien qu'on va mettre les boîtes dans un dessiccateur. Donc dessiccateur pour les boîtes n'absorbent pas l'humidité de l'environnement et on a un gel d'absorption au fond qui va absorber l'humidité de l'environnement pour que la matière sèche soit vraiment représentative. Donc, on va laisser la matière sèche. Après, on va terminer la matière sèche. Maintenant, on va calculer la matière grasse. Donc là, ça, c'est la centrifugeuse. C'est la centrifugeuse. Comme vous voyez, elle contient plusieurs places. On a toujours le 1. On prend l'équilibre avec le 1, avec le tube numéro 1. On laisse le tube numéro 1 pour maintenir l'équilibre. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de numéros, beaucoup de chiffres pour le centrifugeuse. Ici, on va faire tourner les tubes, les godets qui contiennent de l'acide avec du fromage. Donc voilà, pour centrifuger ou bien séparer la matière grasse de fromage. Ici, on va ajouter quelques gouttes d'alcool. Alors ça, c'est l'alcool isoamyle. C'est l'alcool isoamyle. On va remplir jusqu'à le trait de 35. Donc l'alcool isoamyle jusqu'à le trait de 35. Alors pour récapituler, il faut ajouter l'alcool isoamyle 2 ml et on va remplir avec le H2SO4, donc avec l'acide jusqu'à 35. Donc voilà la méthode, voilà les mesures et on va agiter et la matière grasse va monter par la suite et elle va bien monter après la centrifugation. On va refaire la manipulation pour chaque godet. Donc voilà, le H2SO4, on va remplir jusqu'à le 35 et on va ajouter 2 ml de l'alcool. Donc 2 ml c'est en excès. Donc 1 ml c'est suffisant et 2 ml c'est en excès parce que des fois on risque que l'alcool il n'est pas bien. Donc isoamyle, donc 2 ml et on va remplir jusqu'à 35 et on va fermer le tube. On va faire la même chose pour tous les tubes et on va passer à la centrifugation. Donc là, on va mettre nos tubes d'une façon parallèle pour qu'on garde l'équilibre. Donc on a mis 3 par là et 3 par là pour que, comme je vous ai dit, la centrifugation, ou bien la centrifugeuse, ou bien la plaque de la centrifugation garde l'équilibre. Donc on ferme, on va la régler durant 5 minutes. Et cette centrifugation, elle va chauffer aussi les tubes. Donc voilà, elle a une certaine température. Regardez, la température, elle augmente. Donc 67, 68, 69, 70, etc. Elle va monter durant 5 minutes. Donc voilà, 4,31 secondes, 4,29. Donc la température augmente et là, le temps descend. Voilà nos boîtes. Après le séchage, on va passer à la pesée. Ça, c'est pour la matière sèche. On va peser et on va mentionner le poids après le séchage. On a écrit le poids avant de mettre le fromage, après mettre le fromage et après le séchage. Et on a toute une équation. Donc, c'est toute une équation comme vous voyez. C'est 60,32. 60,32, c'est après le séchage.
Alors voilà, c'est 60,32, c'est après le poids après le séchage, c'est le poids étuvé. Après, moins le poids vide, ça veut dire le PV, 58,90. Donc c'est le poids vide sans fromage sur le poids d'essai. Le poids d'essai PE, c'est 3,4102. Donc voilà, le total c'est fois 100 pour trouver le pourcentage de la matière sèche. Après la fin de la centrifugation, on va mesurer la matière grasse. Vous voyez la matière grasse, comment elle est? Donc on va commencer par le 0 jusqu'à... on va lire parce parce que le tube il est gradué. Donc voilà. Donc on a environ 20 millilitres, 15 millilitres, 19 millilitres, etc. On va calculer. Il y a des matières grasses qui sont vraiment très claires. Il y a qui sont pas claires, donc ça dépend la matière grasse utilisée sur les fromages, parce qu'il y a qui utilise la matière grasse végétale et la matière grasse animale. Donc voilà, on va mentionner le point B, le point A, on va calculer point B moins point A et on va trouver la différence de la matière grasse. Et aussi, on peut commencer par le 0 et on va calculer jusqu'à le trait, la matière grasse, jusqu'à le trait que la matière grasse arrive. Donc c'est environ 20 millilitres pour chacune. Il y a des tubes qui sont pas bien qui sont pas bien fondus, donc on doit bien chauffer pour faire la lecture à nouveau. Donc voilà pour l'équation de protéines. On trouve tout ça dans des registres, dans le laboratoire, tout est mentionné. Voilà l'équation de protéines. Je vous laisse la loi. Donc, vous avez le V1 moins le V2. C'est la différence de matière grasse fois 14, d'accord, fois 0,1 sur la prise d'essai fois 6,30. Donc, la prise d'essai, c'est la prise d'essai qu'on a pris déjà par avant. C'était environ de 6, d'accord. Donc, voilà les résultats de la matière grasse sont bien clairs ici. Donc, la matière grasse... elle est vraiment très visible après la centrifugation, après la séparation. Donc voilà à peu près les résultats de tous les échantillons. Quand vous voyez, il y a des graduations qui nous permettent de faire la lecture. Ici, c'est après le séchage de fromage, après l'étuve. Voilà les résultats pesés après l'étuve. On va les utiliser pour l'équation. Et voilà les résultats pour le test d'amidon. C'est des résultats bien clairs. C'est des résultats négatifs qui virent au jaune et des résultats positifs qui virent vers le violet. Et avec cela, je vous dis au revoir. Et surtout, n'oubliez pas de compléter les vidéos qui sont avant et qui vont être après cette vidéo. Au revoir, à très bientôt.